plus 4 degrés. Les étés du futur, ils vont être très chauds. Il faut savoir que ces dernières années, ça a été plus vite en fait. La nuit, la température de l'air dans une ville est entre 3 et 6 degrés plus haute. On n'est pas du tout dans les clous pour respecter l'objectif de 1,5 degré, mais par contre, ce n'est pas du tout une raison pour abandonner l'objectif de 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour Bruxelles ? On a trouvé que ça correspond en fait à un réchauffement de 3,6 jusqu'à 4,1 degrés pour la région de Bruxelles. Plus 4 degrés, c'est pas du tout le scénario du pire, c'est un scénario médian. Ça veut dire concrètement que Bruxelles va connaître demain le climat qui est aujourd'hui celui d'une ville comme Marseille ou Toulouse. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Le réchauffement climatique, ce n'est pas vraiment une surprise, même pas une nouveauté. Les scientifiques ont commencé à travailler sur cette question à partir de 1850, il y a près de 175 ans. La première fois qu'on a employé l'expression même de réchauffement climatique, c'était en 1975. Les chercheurs avaient déjà fait le lien entre la concentration de CO2, le dioxyde de carbone, et l'augmentation des températures. En 1979, 4 ans plus tard, un rapport de l'Académie nationale des sciences des États-Unis concluait qu'un doublement de la concentration en CO2 entraînerait une augmentation de la température entre 1,5 et 4,5 degrés Celsius. La science du climat avait vu le jour et en 1988, c'était la création du GIEC, le groupe des experts internationaux pour le climat qui dépend de l'Organisation des Nations Unies. Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue à l'UC Louvain, est membre de ce GIEC. Alors je vais peut-être d'abord vous surprendre, mais il n'y a personne qui prévoit le climat du futur. C'est pour ça que le GIEC utilise un verbe différent pour parler du climat du futur. Il parle de projeter le climat futur, il parle de projection. Pourquoi ? Parce que pour prévoir, précisément, il faudrait savoir sur quelle trajectoire d'émissions nous allons nous trouver dans les décennies qui viennent. Or ça, ce sera le fruit de décisions humaines. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut lire dans le cerveau des milliards d'habitants qui peuplent la planète pour savoir quelles décisions vont être prises dans les années et les décennies qui viennent. On ne prévoit donc pas l'évolution du climat, on fait des projections, nous dit Jean-Pascal Van Ypersele. Des projections qui sont de plus en plus précises et surtout qui se vérifient année après année. Ce qu'avaient annoncé les scientifiques se vérifie donc dans les faits. Dans ce podcast, on va se poser la question de savoir ce que ce changement climatique aura comme impact pour la région bruxelloise. Notre première étape nous emmène à l'Université libre de Bruxelles. Nous avons rendez-vous avec Luc Patein. Il est glaciologue et climatologue. En fait, le changement climatique a toujours existé, ou des changements climatiques ont toujours existé. C'est que celle-ci qu'on expérience est clairement différente que tous les autres qu'on a connus. Primo, à cause de la rapidité. Dans le passé, il y a eu des changements climatiques, mais sur des périodes de plusieurs milliers, des centaines de milliers, voire même des millions d'années. Alors ici, on expérience déjà des hausses de température de plus qu'1 degré sur quelques décennies. C'est du jamais vu. Aussi, quand on regarde sur une période plus récente, les changements qu'on expérience, ce sont des changements qui sont du jamais vu sur les derniers millénaires qu'on connaît. En soi, le changement climatique n'est pas dangereux. C'est pas que la Terre va disparaître ou imploser ou quoi que ce soit à cause de ce changement climatique. C'est que les derniers millénaires, c'est l'humanité qui a pu se développer à cause des conditions climatiques relativement stables. Bien sûr, le climat a changé dans le passé à d'autres échelles de temps. Jean-Pascal Van Ypersele, de l'UC Louvain. La Terre, elle est là depuis 4,6 milliards d'années. 4,6 milliards d'années. Ça veut dire 4600 millions d'années. L'humanité, elle est là depuis 2 millions d'années à peine. 2 millions d'années. Donc c'est un instant par rapport à l'histoire de la Terre.
Et au cours de ces 2 millions d'années, il n'y a jamais eu un climat aussi chaud que celui vers lequel nous sommes en train d'aller maintenant. Et c'est ça qui est important. Le fait que dans le passé, il y a X milliards d'années, il y ait eu des températures supérieures pour des raisons naturelles qui sont bien comprises, parce que les climatologues travaillent sur les climats du passé, la position de la Terre par rapport au Soleil, l'inclinaison de son axe par rapport à l'orbite terrestre, la composition même de l'atmosphère terrestre, tout cela a changé au fil du temps pour des raisons naturelles, bien avant l'activité humaine. Ce sont des facteurs, ce sont des phénomènes qui sont bien compris aujourd'hui, mais ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe depuis 150 ans, 200 ans dans le système climatique. Et ce qui se passe de manière majeure aujourd'hui, c'est la perturbation par les activités humaines qui n'a aucun précédent dans l'histoire de la Terre. Une perturbation sans précédent et irresponsable, l'homme. C'est l'activité humaine qui est la cause de notre réchauffement. Plus précisément, la production de dioxyde de carbone, le CO2, et dans une moindre mesure, la production de méthane, qui, dans notre atmosphère, agissent donc comme des filtres invisibles. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, qui empêche la chaleur terrestre de s'échapper vers l'espace. Il n'y a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, et les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique sont là pour le confirmer. Comme glaciologue, on peut faire des carottages dans des calottes glaciaires, comme le Groenland et comme dans l'Antarctique, et on peut donc remonter plusieurs centaines de milliers d'années dans le passé. Il y a même des enregistreurs qui peuvent aller plus loin. Mais donc c'est clair que quand on regarde au niveau de la composition atmosphérique, parce qu'il y a des bulles d'air qui sont capturées dans la glace qu'on peut analyser, mais on n'a jamais connu sur les derniers millions d'années une concentration de CO2 dans l'atmosphère si importante comme on l'a aujourd'hui. Et on n'a jamais connu de température si élevée comme on connaît aujourd'hui. À l'ULB, il y a donc un laboratoire de glaciologie. On y entrepose dans de grands congélateurs ces carottes de glace ramenées du pôle Sud ou du pôle Nord. Cela aide à comprendre le climat du passé. Pour mesurer les températures présentes, les scientifiques utilisent d'autres techniques, les relevés de température bien sûr, avec des thermomètres plus ou moins sophistiqués, mais aussi les mesures par satellite, toujours à l'ULB. Une équipe d'une vingtaine de chercheurs est spécialisée dans cette étude du climat et de l'atmosphère par satellite interposé. C'est le laboratoire Square, dont Cathy Clairbeau est l'une des dirigeantes. Square à l'ULB, c'est un laboratoire de référence en ce qui concerne l'utilisation des mesures satellites dans l'infrarouge. C'est-à-dire qu'il y a différentes techniques. Et c'est vrai qu'en Belgique ou même en France, on est leader sur l'utilisation de mesures infrarouges pour surveiller les gaz dans l'atmosphère et l'évolution de la température et des paramètres météo. Donc le satellite sur lequel on travaille, l'instrument s'appelle YASI. Et en fait, c'est l'instrument qui apporte le plus d'informations au modèle météorologique actuellement. Donc, c'est-à-dire avec les profils de vapeur d'eau, les profils de température, etc., qui sont utilisés par les modèles météorologiques, que ce soit des modèles locaux ou des modèles à plus grande échelle. Ça fait partie des mesures qui sont utilisées, mais c'est celles qui ont le plus d'impact en fait sur les prévisions météorologiques. Cet instrument-là, il vole sur ce qu'on appelle une orbite polaire, c'est-à-dire 800 km autour de la Terre. Il tourne autour de la Terre 14 fois par jour en continu. Il y a d'autres instruments qui sont sur des orbites géostationnaires, Météosat, et des mesures locales. En fait, les modèles météo, ils utilisent toutes les mesures à leur disposition. Ça s'appelle l'assimilation de données. On met des poids différents selon que la mesure est plus ou moins fiable, etc. Et on fait une prévision à courte échéance. Ça ne se sait peut-être pas assez, mais donc à Bruxelles, dans ce laboratoire Square, on est super performant pour mesurer les températures et on peut le faire sur n'importe quel point du globe. C'est une position idéale pour constater l'évolution du climat. La chose la plus facile à mesurer, c'est la température au niveau du sol. Mais il faut savoir que c'est vraiment au niveau du sol, c'est-à-dire comme si on plantait un thermomètre dans le sol, ce qu'on appelle la skin température ou température de surface, qui est un petit peu différente de la température juste au-dessus du sol, qui est celle qui est donnée par les mesures météo locales. Donc, nous, on a vraiment la surface de la Terre telle qu'elle émet de la radiation infrarouge.
Et oui, c'est très facile à mesurer par satellite. Le seul défaut, on va dire, entre guillemets, par rapport à des mesures locales, c'est que, comme on fait des mesures partout, tout le temps, l'empreinte au sol est assez large. C'est-à-dire, si vous me demandez la différence de température entre Uccle et, par exemple, Saint-Gilles, mon satellite, il va mesurer une seule température pour tout Bruxelles chaque fois qu'il passe. Allez, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On a vu comment étudier le climat du passé. On a vu comment prendre de la hauteur pour mesurer les températures de la planète. Alors ça dit quoi, ces mesures ? Premier constat, nous ne nous réchauffons pas tous de la même façon. Quand on parle d'un réchauffement global de 1,5 degré, l'objectif des accords de Paris, c'est une moyenne. Cela veut dire quoi pour chez nous, à Bruxelles ? C'est la question que nous avons posée à Jean-Pascal Van Ypersel. Les continents se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan, parce que l'océan, c'est une masse d'eau gigantesque, donc l'inertie thermique est beaucoup plus grande. Donc d'une manière générale, tout ce qui est à la surface des continents se réchauffe plus que la moyenne. Maintenant, il y a aussi un autre facteur qui joue, pour répondre à votre question, c'est que dans les régions équatoriales, le réchauffement est moins fort que dans les régions polaires. Et en ce qui concerne la Belgique, nous nous trouvons à peu près à mi-chemin entre les deux. Donc là, on se trouve dans la moyenne du réchauffement des continents. Et donc, on peut estimer qu'en moyenne, 1,5 degré à l'échelle mondiale, ça fait à peu près plus 2 degrés chez nous, en moyenne sur l'ensemble du territoire. Mais si maintenant on va voir à l'échelle de grandes villes comme Bruxelles par exemple, il faut rajouter un autre effet, c'est l'îlot de chaleur urbain qui provient du fait qu'il y a dans les villes une très grande quantité de béton, de macadam, de surfaces sombres et souvent trop peu de végétation et trop peu d'arbres. Et le résultat, c'est que la chaleur s'accumule dans les villes et quand il y a une vague de chaleur qui dure quelques jours, eh bien la température à l'intérieur de la ville peut être beaucoup plus élevée que sur le reste du territoire. Il y a aussi des effets sur les vents et la circulation des vents qui résultent en un réchauffement plus important. Donc 2 degrés en moyenne sur la Belgique, ça peut très bien vouloir dire 4 degrés, 5 degrés à Bruxelles pendant les pics de chaleur en tout cas. Si on regarde une hausse de température mesurée depuis donc, le début de l'ère industrielle, au niveau mondial, on est à plus 1,2 degrés. Frank Patein, climatologue à l'ULB. Si maintenant on regarde aux enregistrements de Uccle, on a déjà ici pour la Belgique une hausse de température de plus 2 degrés. Et donc quand on parle de température globale, c'est l'ensemble de la Terre, y compris les océans. On n'a pas oublié que 70% de toute la surface terrestre est occupée par les océans. Et donc avec toutes les politiques qui sont déjà mises en place, on va vers une hausse de température aujourd'hui entre 3 et 3,5 degrés environ. Si on fait tous les efforts pour arriver à une hausse de pour limiter la hausse de température à 1,5-2 degrés au niveau global, mondial, ça représente ici une hausse de température d'environ 3 degrés ici par rapport à Bruxelles, en sachant que la température a déjà augmenté avec 2 degrés. Donc on est déjà clairement dans ce changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas quelque chose du futur, c'est quelque chose du présent. On reviendra sur le phénomène de l'îlot de chaleur urbain dans un prochain épisode de ce podcast. Mais vous avez entendu les climatologues. Jusqu'à 5 degrés dit l'un, 3 degrés et demi dit l'autre. Alors évidemment, il faut savoir d'où on part. La règle, c'est de prendre habituellement comme base de départ les températures de l'ère pré-industrielle, ça veut dire avant 1900. À Bruxelles, nous avons la chance d'avoir des relevés qui remontent même jusqu'à 1830. Ces températures sont observées sur le site de l'observatoire à Uccle. C'est d'ailleurs sur ce site de l'observatoire que le gouvernement fédéral a installé le Centre fédéral pour le climat, une petite équipe qui est chargée d'objectiver les données disponibles sur notre climat. Le professeur Rafik Hamdi travaille pour ce Centre fédéral climat. On est déjà à 2,7 pour Bruxelles, donc pour la région de Bruxelles. Donc le réchauffement depuis la période pré-industrielle, on est à 2,7. Et on a fait une étude, on vient de faire une étude en fait ici à l'IRM,
Pour quantifier ce que ça veut dire 1,5 ou 2 degrés de réchauffement global, qu'est-ce que ça veut dire ça pour Bruxelles? On a trouvé que ça correspond en fait à un réchauffement de 3,6 jusqu'à 4,1 degrés pour la région de Bruxelles. En fait, c'est une fourchette, donc ça veut dire qu'on a utilisé un ensemble de modèles de projection, donc 10 ensembles. Quand on dit de 3,6 jusqu'à 4,1, c'est une fourchette qui est donnée par l'ensemble des modèles qui ont été utilisés. Comme les modèles globaux n'incluent pas en fait les effets de la ville, les effets urbains, c'est la première fois qu'on a essayé de quantifier cet effet au niveau vraiment local, au niveau d'une ville, quoi. Entre 3,6 et 4,1 degrés de réchauffement. C'est donc la fourchette officielle à retenir pour Bruxelles. Les scientifiques le reconnaissent eux-mêmes, ils ont été prudents dans leurs calculs. La fourchette pourrait donc être dépassée. Ce qu'on vous propose, c'est donc de retenir ce chiffre de plus 4 degrés. Ce sera le titre de ce podcast. C'est le réchauffement donc attendu pour la région bruxelloise, 4 degrés de plus que la température pré-industrielle, et en sachant qu'on a déjà fait la moitié du chemin. Ce seuil de 4 degrés, on devrait l'atteindre aux alentours de 2030-2035, c'est donc après-demain. Et bien sûr, si la température moyenne mondiale dépasse les fameux 1,5 degrés des accords de Paris, alors nous aussi, nous dépasserons les 4 degrés. Bruxelles, plus 4 degrés. Je vous rappelle qu'on parle de 4 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est donc à peu près 2 degrés de plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces 4 degrés, c'est une moyenne annuelle. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que l'augmentation n'est pas linéaire. Le thermomètre va surtout s'affoler pendant les mois d'été. François Duchesne est chercheur en modélisation du climat. Lui aussi travaille au Centre fédéral du climat sur le site d'UCLE. Et on lui a demandé de nous décrire à quoi ressemblera l'été dans quelques années. Ce n'est pas réjouissant. Les étés du futur, ils vont être très chauds. Donc, par exemple, en termes de vagues de chaleur, les moyennes, elles augmentent. Dans les temps historiques, avec quelques jours par été, par-ci par-là, en moyenne. Parfois, il n'y en avait pas, parfois, il y en avait un peu plus. Voilà. Quand on a 1,5 degré, on arrive à une petite dizaine de jours de vagues de chaleur en moyenne. À 2 degrés, c'est une petite quinzaine. Donc ça augmente. Et évidemment, ce sont des moyennes pour avoir tout un mois de vagues de chaleur, voire 2, voire même parfois 3. Donc en fait, tout l'été en vagues de chaleur. C'est quoi la définition d'une vague de chaleur ? Une vague de chaleur. Alors nous avons pris une définition qui est basée sur une période de 5 jours avec la température minimale qui doit être au-dessus de 25 degrés et la température maximale qui doit être au-dessus de 30 degrés. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir tout un été avec les températures que vous venez de décrire. Voilà, c'est ça. Tout un été avec des températures minimales de 25 degrés. Ça veut dire que la nuit ne nous apporterait plus beaucoup de répit. Plus 4 degrés d'augmentation des températures, ce n'est pourtant pas un scénario catastrophe. Loin de là. On écoute François Gemène. Lui n'est pas climatologue, il est politologue de formation. Mais il s'est peu à peu spécialisé dans les migrations dues au climat et il enseigne désormais le climat aux étudiants d'HEC, la plus grande école de commerce de France. Il est également co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat de l'Institut de Relations internationales et stratégiques de Paris. Pour une ville comme Bruxelles, réalistement, il faut tabler sur un objectif de plus 4 degrés d'ici 2100. Et encore, c'est une prévision relativement optimiste. Le gouvernement français a récemment mis à jour sa politique d'adaptation en tablant sur une hausse de plus 4 degrés d'ici 2100 pour le territoire. Et c'était un peu, je dirais, le grand brouhaha général où tout le monde s'affolait en disant que le gouvernement a abandonné la lutte contre le changement climatique et envisageait désormais le scénario du pire. Plus 4 degrés, c'est pas du tout le scénario du pire. C'est un scénario médian. C'est ce qui se passerait si on était sur une hausse de la température mondiale autour de 2,7 degrés. Ça veut dire concrètement que Bruxelles va connaître demain le climat qui est aujourd'hui celui d'une ville comme Marseille ou Toulouse. Ça reste vivable. Les Marseillais, les Toulousains, je pense, sont assez heureux
de vivre dans leur ville. Simplement, l'organisation de la ville est différente. L'organisation de l'habitat est différente. L'organisation des horaires de travail, des loisirs, tout ça est différent. Et ça veut dire qu'il y a un énorme chantier à repenser. Donc je pense qu'il faut à la fois être conscient de cet énorme changement et de la manière dont ça va complètement transformer l'organisation de la ville. En même temps, sans non plus paniquer et affoler les gens. Il y a aujourd'hui plein de gens qui vivent à Marseille, qui vivent à Toulouse, qui vivent à Toulon et qui, je pense, sont très heureux d'y vivre. Simplement, ils ne vivent pas de la même manière que celle dont on vit à Bruxelles aujourd'hui. Quand on a fait cette interview avec François Gemène, c'était un soir du mois de juillet, dans le Parc Royal, à mi-chemin entre le Parlement fédéral et le Palais des Académies. Le thermomètre affichait 23 degrés, il y avait des oiseaux et aussi des joggers. 23 degrés, ce genre de température qui risque d'appartenir très bientôt au passé. On le confirme avec Cathy Clairbeau de l'ULB. Vous vous rappelez, c'est elle qui observe les températures avec les données de ses satellites. Et pour elle, la tendance au réchauffement est indéniable. Si je vous montre les cartes au jour le jour et qu'on met des codes de couleurs de manière explicite, on va voir que nos cartes sont de plus en plus rouges, parce que plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et donc oui, on observe ça très facilement. À la fois les phénomènes locaux comme le courant El Niño, on le voit très bien par satellite, et on voit l'augmentation, la variation de température qui est plus importante au Canada ou en Sibérie, ce qui explique les grands feux, par exemple, qu'on a vus cet été, notamment au Canada. On voit très bien l'augmentation de température dans le Canada, surtout au nord du Canada en fait. La hausse de la température a commencé très, très lentement. Franck Patein, climatologue à l'ULB. Et c'est accéléré parce qu'en fait, ce n'est pas la quantité d'émissions qu'on émet dans l'atmosphère, mais c'est le total, l'accumulation de toutes nos émissions. Parce que les gens, parfois, ils oublient que ce n'est pas ce qu'on émet maintenant qui est important, mais tout ce qu'on a émis pendant notre vie entière qui est responsable pour le réchauffement. Le CO2, c'est un gaz qui reste longtemps dans l'atmosphère, plusieurs décennies, peut rester là des centaines d'années. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre très stable et présent en concentration très abondante. Cathy Clairbeau, du laboratoire Square. Donc, il est réparti partout autour de la Terre. Donc, les mesures, c'est assez ambigu parce qu'à la fois, le CO2, c'est un signal énorme dans nos observations, mais il est là tout le temps et en concentration très abondante. Donc c'est difficile de voir des petites fluctuations du signal. Donc s'il y a par exemple un pays qui émet un peu moins de CO2, c'est assez difficile à voir parce qu'il est réparti partout et qu'il reste en concentration très abondante. Il se balade partout en fait. Le CO2 qui est émis dans l'hémisphère nord, un an après il se retrouve dans l'hémisphère sud. Il est très très stable, il reste plusieurs dizaines d'années. La seule chose qui le détruit en fait, c'est qu'il finit par être absorbé par la végétation, par l'océan, qui sont des puits de carbone. Et donc il faut accumuler les données sur des mois avant de voir des différences importantes. Traduction, même si on arrive à réduire très rapidement notre production de CO2, il faudra plusieurs décennies avant que sa concentration dans l'atmosphère ne commence à diminuer de manière sensible. Pas d'amélioration substantielle à attendre avant 2100, pensent certains climatologues. Et le cap des 1,5 degré pourrait être franchi très rapidement, peut-être même dans les mois qui viennent. C'est en tout cas ce que pense Cathy Clairbeau. On sait que les gaz à effet de serre continuent à s'accumuler. Donc on prend, on va dire, 1/10 de degré tous les 2-3 ans. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la tendance de fond qu'on connaît et qui est continue depuis maintenant une trentaine d'années, mais qui s'accélère ces dernières années. Le phénomène El Niño, qui est une variation tout à fait naturelle du climat, donc les années El Niño, c'est-à-dire où le phénomène est installé, sont toujours des années plus chaudes. On doit toujours tenir compte aussi de l'insolation solaire qui varie tous les 11 ans. Et ça, maintenant, c'est aussi un pic, parce qu'on arrive au sommet des 11 ans, donc le moment où il y a le plus de taches solaires, etc. Donc si on accumule tous les facteurs, les gaz à effet de serre qui sont présents en concentration importante dans l'atmosphère, plus le fait qu'on arrive à un pic d'activité solaire, plus l'événement El Niño qui bouscule toujours les températures,
on s'attend dans les prochains mois à avoir une augmentation de température qu'on observe en fait déjà ces derniers mois. Donc pour l'instant, on a plutôt une convergence de paramètres qui vont dans le même sens, qui ferait qu'on dépasserait ces 1,5 degré. En tout cas pendant plusieurs jours, c'est sûr, parce qu'en fait on l'a déjà observé pendant plusieurs jours cet été. Est-ce que ce sera pendant toute une année? Ça on ne sait pas encore. Ça va beaucoup dépendre de cet événement El Niño. En fait, si c'est un El Niño puissant, c'est quasiment sûr. Si c'est un El Niño modéré ou qui s'estompe déjà bientôt, c'est possible qu'on ne les atteigne pas. Et ça pourrait être aussi ponctuellement, c'est-à-dire qu'après, on va redescendre dans le pic d'activité solaire. L'événement El Niño va finir, il reste en général pendant 1 ou 2 ans, ça va finir par diminuer, etc. Donc on pourrait de nouveau redescendre en dessous de 1,5 degré. Pour beaucoup de scientifiques, franchir le seuil des 1,5 degrés semble inéluctable. Mais ce franchissement pourrait n'être que temporaire. On va laisser la conclusion de ce premier épisode à Jean-Pascal Van Ypersele de l'UC Louvain. On n'est pas du tout dans les clous pour respecter l'objectif de 1,5 degré, mais par contre, ce n'est pas du tout une raison pour abandonner l'objectif de 1,5 degré. Parce que cet objectif, il n'a pas été choisi en fonction de la facilité avec laquelle on pourrait l'atteindre, mais il a été choisi parce que au-delà d'1,5 degré, les impacts deviennent beaucoup plus importants et beaucoup plus significatifs, mettant en danger la vie humaine, la vie de nombreuses espèces vivantes, le bon état de très nombreuses infrastructures humaines, etc. Donc, si l'objectif a été choisi pour cette raison-là, c'est pas parce qu'il est difficile à respecter qu'il faut l'abandonner et prendre un autre objectif. Je pense qu'il faut garder cet objectif-là et tout faire pour limiter les émissions le plus vite possible, le plus fort possible, pour essayer de continuer à respecter cet objectif-là, ou même d'y revenir après l'avoir dépassé. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. C'était l'épisode 1 de ce podcast. Dans l'épisode 2 de Bruxelles plus 4 degrés, on s'intéressera spécifiquement au phénomène de l'îlot de chaleur urbain et surtout aux moyens de le contrer ou de le limiter dans une grande ville comme Bruxelles. Je remercie Jean-Pascal Van Ypersele, Franck Patein, Cathy Clairbeau, Rafik Hamdi, François Duchesne et François Gemène d'avoir répondu à mes questions. La musique du générique est le morceau Global Warning du guitariste bruxellois Philippe Catherine et j'espère vous retrouver dans l'épisode 2.